Comme je te disais, je suis revenu à temps pour le couronnement du jeune Richard, qu'on a plus tard surnommé le Sans-Peur. À l'époque, les hommes de Rollon étaient bien installés dans leur domaine normand, et l'on ne parlait presque déjà plus la langue norroise, à part sur le littoral et chez les soldats. À ce propos, Dudon m'a raconté que dans sa jeunesse, le jeune Richard Ier avait été confié à la tutelle d'un certain Boton, à Bayeux, pour qu'il apprenne le danois. J'ignore quelle vérité il y a là-dedans, mais c'est toujours bon à savoir. D'autant plus que ça va s'avérer des plus utiles pour la suite. Mais les premières années du règne de Richard ne sont pas très productives, puisqu'il est pupille, ou plutôt devrais-je dire otage, à la cour du roi des Francs, jusqu'à ce qu'il ne parvienne à s'échapper avec le concours d'infidèles, en 945. La minorité du jeune Richard met en péril la stabilité normande, car les appétits du roi des Francs, Louis IV d'Outre-mer, sont aiguisés par la faiblesse du duché. Celui-ci, en alliance avec son principal vassal, Hugues le Grand, dont le fils s'illustrera en 987, en fondant la dynastie capétienne, entreprend vers 945 une campagne militaire, qui tourne rapidement à la catastrophe pour les Normands, malgré le concours de 2 chefs vikings et de leurs milliers d'hommes. En fait, c'est à ce vieux renard de Bernard, dit le Danois, que la Normandie doit sa survie. Ayant habilement intrigué, il parvient à séparer les alliés, et même à retourner Hugues contre Louis. Un 3e chef viking, déjà installé à demeure en Normandie, se joint à la campagne, et fait pencher la balance en faveur des Normands, à tel point qu'une vaste coalition, allant de la Bourgogne à la Bretagne, se réunit autour de Louis IV, et tente d'investir le duché. Ils sont battus à Rouen par les forces normandes, qui les boutent jusqu'en Amiénois. Une fois ce fait d'armes accompli, Richard a alors un peu plus de 15 ans, c'est une voie royale qui s'ouvre à lui. Le jeu politique franc ne s'écolement pas pour autant, Richard se retrouve à plusieurs reprises aux prises avec des voisins ambitieux, notamment Thibaut de Blois, dit le tricheur. À la mort du duc de Bretagne, celui-ci s'arrange la suzeraineté sur la péninsule armoricaine, au détriment des prétentions normandes dont Dudon se fait le principal écho dans sa chronique. Une nouvelle fois, la campagne militaire voit la participation de mercenaires scandinaves, engagés par Richard. En 962, Thibaut échoue à s'emparer de Rouen. En 965, après avoir vu ses terres attaquées par des pillards danois revenus d'Espagne et engagés par Richard, Thibaut décide alors de faire la paix avec les Normands, et de leur rendre ce qu'il a pris durant la guerre. Le roi Lothaire, qui avait parti pris dans les troubles, s'incline également, et reconnaît une bonne fois pour toutes la légitimité normande. Sans doute échaudé par le comportement des rois carolingiens à son égard, Richard apporte son soutien à Hugues le Grand, puis à son fils Hugues Capet, dans leurs ambitions royales. Cela se traduit par une alliance matrimoniale, dans laquelle Richard épouse Emma, une sœur d'Hugues, et Hugues, Adélaïde, une cousine de Richard. L'alliance entre Normands et Capétiens est conclue. À l'extérieur du royaume, c'est l'Angleterre saxonne qui pose le plus de problèmes. Le roi Ethelred II le Malavisé reproche, et à juste titre si tu veux mon avis, à Richard d'héberger les mêmes Danois qui dévastent son royaume. Et il faut l'intervention en sous-main d'un légat papal pour éviter la guerre. C'est d'ailleurs grâce à cela que le commerce commence à fleurir des deux côtés de la Manche. J'étais en Angleterre, du temps du bon roi Athelstan, d'ailleurs. Et savais-tu qu'il avait le premier utilisé le titre de roi d'Angleterre? Quel dommage qu'Ethelred n'ait pas eu la jugeote de son grand-oncle. Peut-être devrais-je raconter cette histoire, d'ailleurs. À l'intérieur, Richard continue la politique de restauration de son père, notamment à Saint-Mandry, détruite par ses ancêtres, où il installe de nouveaux moines, puis à Saint-Michel au péril de la mer. Cependant, alors qu'il fait appel à Mayol de Cluny pour installer une communauté à Fécamp, celui-ci refuse, sans doute par des aveux de la principauté normande. Après tout, à peine plus d'un demi-siècle a passé depuis les dernières incursions danoises. Sans grande surprise, à la fin du siècle, Richard se fait affubler du sobriquet de duc des pirates, et son grand-père Rollon de pirate, par le moine Richer de Reims. C'est que les Normands ne se sont guère fait d'amis en s'installant à demeure en Francie. C'est également par la restauration des évêchés, laissés vacants après les pillages scandinaves, que Richard brille et met en valeur sa principauté. Le demi-siècle de son règne a permis à la Normandie de se fortifier et de s'enraciner définitivement, alors qu'au même moment, en Petite et Grande-Bretagne, les principautés danoises, Nantes et York, s'effondrent définitivement. À la fin de son règne, il commande à un Picard, ce cher vieux Dudon, une chronique dynastique à la gloire de sa famille. C'est de là que je tiens une grande partie de mes renseignements, d'ailleurs, pour la période où j'étais au loin. Cette œuvre, dont je t'épargnerai le long latin, mais qui se dirait en français sur les mœurs et les actes des premiers ducs de Normandie, est également la base des connaissances des chroniqueurs postérieurs, tels que Guillaume de Jumièges par exemple. Il se fait tard. Peut-être devrions-nous dormir un peu. Nous reprendrons la route demain. Tu vas à Rouen, n'est-ce pas? Alors il faudra dormir un peu, si nous voulons y arriver avant la nuit.